Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur au journal Le Monde et à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Et Julien Chéda, chroniqueur international à France 24. Bonjour Julien. Bonjour. Au sommaire d'une guerre contre un Iran nucléaire à une guerre de l'énergie, c'est l'évolution de la situation au Proche-Orient ces dernières heures. L'Organisation maritime mondiale réclame la création d'un couloir maritime pour évacuer les navires bloqués dans le Golfe. 6 pays occidentaux, dont la France, se disent prêts à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz, mais après la fin des bombardements. C'est dans ce contexte que les Européens se réunissent à Bruxelles. Objectif numéro 1, endiguer la flambée attendue des prix de l'énergie. Les 27 qui n'arrivent pas à s'entendre en revanche à propos de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque toujours un prêt de 90 milliards d'euros. C'est tout de suite, on va plus loin. La guerre contre l'Iran est-elle en train de se retourner contre les Américains et plus largement contre l'ensemble de la communauté internationale? Alors que les prix du pétrole et du gaz sont en train de flamber, voilà Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, qui envisage à voix haute d'alléger certaines sanctions sur le pétrole iranien. Oui, vous avez bien entendu, Washington, qui bombarde nuit et jour les Iraniens, craint dans le même temps une envolée des prix que le consommateur américain ne manquerait pas de sanctionner dans les urnes. Qu'est-ce qui a donc pu provoquer cette poussée de fièvre? Tout simplement la guerre qui déborde désormais sur les installations gazières et pétrolières au Proche-Orient. David Gilbert. Une boule de feu s'élève dans le ciel du Qatar. Quelques secondes plus tard, un autre missile tombe sur ce même complexe. Ces images illustrent l'ampleur des frappes iraniennes sur le principal site de production de gaz naturel liquéfié du pays. Des frappes condamnées par les autorités de l'Émirat. Cette attaque a des répercussions majeures sur les approvisionnements énergétiques mondiaux. De telles attaques n'apportent aucun bénéfice direct à aucun pays. Au contraire, elles causent du tort et ont un impact direct sur les populations. Selon le PDG de l'entreprise publique Qatar Energy, 17% des capacités de production du site de Ras Laffan ont été endommagées et il faudra entre 3 et 5 ans pour les remettre en état. Pour le chef du gouvernement qatari, cette attaque prouve que l'Iran ne vise pas uniquement les intérêts américains dans les pays de la région. À ses côtés, le chef de la diplomatie turque appelle Téhéran à cesser de viser ses voisins pour éviter un conflit généralisé. Quelle que soit la justification invoquée, les attaques menées par l'Iran contre les pays de la région sapent les fondements de la stabilité régionale et sont inacceptables. Le Qatar assure qu'il se réserve le droit de répondre aux attaques, tout comme l'avait affirmé mercredi l'Arabie saoudite, dont une raffinerie pétrolière a été touchée par un drone iranien. Des raffineries également frappées au Koweït, tout comme un complexe gazier aux Émirats. Des sites ciblés par Téhéran en représailles du bombardement mercredi par les Israéliens du gisement gazier de Sospars, le plus grand au monde, dans le sud de l'Iran. Le commandement unifié des armées iraniennes a prévenu que les représailles se poursuivraient tant que ses propres infrastructures seront visées. Et là, on sent qu'on a touché un point sensible. La preuve même, Donald Trump se fait grave et fixe des limites. Colère face aux événements survenus au Moyen-Orient a violemment frappé une installation majeure connue sous le nom de gisement de Sospars en Iran. Les États-Unis n'étaient pas au courant. Aucune autre attaque ne sera lancée par Israël concernant ce gisement de Sospars, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar, auquel cas les États-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, feront exploser massivement l'intégralité du gisement de gaz de Sospars avec une puissance et une force que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant. Et Benjamin Netanyahou vient de confirmer lors d'une conférence de presse que les Israéliens ont bien agi de leur propre chef. Ce qui se passe à Sospars, côté iranien, Ras Laffan au Qatar, est plus grave, Marc, que ce à quoi on a assisté jusqu'alors. Oui, c'est un véritable tournant, parce que jusqu'ici, la question, c'était celle de la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui par ailleurs n'était pas totalement bloqué. Il n'y avait pas de mines, c'était simplement une interdiction de passage. Un certain nombre de cargos, de tankers, de pays, entre guillemets, amis de l'Iran, notamment des Chinois, avaient pu emprunter le détroit. Là, on est passé à quelque chose qui détruit les infrastructures, même des installations, aussi bien pétrolières et surtout gazières, donc avec des conséquences beaucoup plus graves. On en parlait dans le sujet, c'est effectivement pour les réparer,
c'est de 3 à 5 ans. Alors que pour le moment, tout se concentre sur ce champ immense, ce champ gazier immense, le plus grand du monde, 30% de la consommation du monde, avec une partie qui est iranienne, South Pars, et une partie qui est qatari. Donc les Israéliens avaient bombardé la partie iranienne, qui ont répondu en bombardant la partie qatari, et avec le risque d'escalade, avec la menace là, de Trump, que si de nouveau l'Iran attaque le Qatar, ça serait l'ensemble du champ gazier de l'autre côté, du côté iranien, qui serait détruit, avec des conséquences évidemment dévastatrices pour les pays occidentaux et encore plus pour l'Asie. Et c'est aussi cette espèce d'escalade, enfin même pas une espèce, c'est aussi cette escalade qui explique en partie pourquoi les pays européens qui étaient extrêmement réticents à s'engager pour sécuriser la navigation dans les détroits d'Ormuz, ont fait ce geste, parce que pour essayer de un peu calmer les choses, parce que même si ce n'est pas dit noir sur blanc, la position des Européens reste qu'on participe à cette mission de sécurisation du détroit qu'à partir du moment où il y a un arrêt des bombardements. Et d'ailleurs, la France a proposé un moratoire sur un arrêt des tirs contre les installations civiles, notamment de production d'énergie. Les Américains pourraient bien finir par l'imposer, ce moratoire, aux Israéliens. Julien Cheida, on sent des tensions. Il pourrait y avoir une rupture entre l'administration Trump et Israël à la suite de ces attaques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacune des parties a ses objectifs. En tout cas, on connaît ceux d'Israël, qui sont de faire tomber ce régime. Depuis 40 ans, Benjamin Netanyahou répète la même chose. Enfin, Israël répète la même chose, de vouloir faire tomber le régime des gardiens de la révolution. Israël et Benjamin n'en démord pas, il ne change pas sa politique. Alors que du côté des Américains, du côté de Washington, on peine toujours à expliquer pourquoi est-ce que les Américains se sont embarqués dans cette guerre, justement. Et Benjamin Netanyahou, tout à l'heure, dans sa conférence de presse, est revenu à plusieurs reprises sur ce sujet, à savoir qu'Israël n'avait pas, je cite, embarqué les États-Unis dans ce conflit, que les États-Unis étaient souverains, étaient seuls à prendre cette décision, puisqu'on ne dicte pas ce qu'on veut à Donald Trump, a dit Benjamin Netanyahou. Alors que depuis le début du conflit, depuis le 28 février, dès le premier jour, en fait, suite à une déclaration, je vous le rappelle, du secrétaire d'État américain Marco Rubio, il avait fait cette déclaration devant la presse en disant, par inadvertance, de manière un peu maladroite, que les États-Unis avaient suivi Israël parce qu'Israël avait indiqué à Washington qu'ils y allaient, en fait. C'était un peu ça l'idée. Et donc, du coup, forcément, l'opposition démocrate leur était tombée dessus. Le Congrès aussi, qui n'avait pas été informé de cette opération, leur était tombé dessus. Et depuis, l'administration peine à dire pourquoi est-ce qu'ils y sont. Donc effectivement, est-ce que les Américains peuvent imposer un moratoire à Israël ? Peut-être, oui, puisque ce sont des alliés, les premiers alliés d'Israël. Mais est-ce que les Américains savent encore pourquoi ils y sont ? C'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a ce millimélo qui est totalement incompréhensible à la fois pour la population américaine, mais aussi pour nous, Européens, qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce que peuvent aujourd'hui faire les Américains. Et juste pour rebondir sur ce que disait Marc, il y a une sensation un peu entre guillemets, de perte de contrôle de la part de Donald Trump. On se demande s'il a été averti par les Israéliens, est-ce qu'il a vraiment eu l'occasion de leur dire non, n'y allez pas, parce que derrière, il va y avoir des frappes extrêmement importantes et ça va nuire à l'activité. À la planète, en fait. Comme disait Marc, c'est 30% de la consommation de gaz. Est-ce qu'il a pu leur dire ça ? Est-ce qu'il y a pensé ? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Ouais, d'autant plus que cette attaque arrive au moment où des voix au sein de l'administration font dissension. Il y a eu cette démission cette semaine, la première au sein de l'appareil sécuritaire américain, et puis l'audition de Tulsi Gabbard, qui a été aussi très contestée, puisqu'elle a livré à ce moment-là des informations très différentes de ce que dit Donald Trump, Marc Semo. Oui, et des informations très différentes de ce qu'elle disait juste après la guerre des 12 jours. Je pense qu'il faudrait quand même remettre les choses au point à propos de ces personnalités des sécuritaires américaines. Joseph Kent, ancien Marines, ancien de la CIA, était déjà avant une personnalité très liée au milieu conspirationniste et à l'extrême droite. Tulsi Gabbard, qui était démocrate, qui était sur une ligne de dialogue avec Bachar el-Assad et avec Poutine, était elle aussi liée à l'extrême droite la plus conspirationniste. Et donc ce qui est étonnant et le vrai scandale, c'est peut-être qu'ils étaient nommés par Trump au moment où il s'est installé au pouvoir à ces postes clés. Vous voulez dire qu'ils sont sur une ligne hostile à Israël et ils ne veulent pas que les États-Unis emboîtent le pas Ils sont dans l'antisémitisme virulent et ils disent ouvertement, comme une partie du monde MAGA, que cette guerre, c'est Israel first. Voilà. Donc, oui, parce que ce qu'ils disent en gros, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est qu'ils disent en gros l'Iran n'était pas une menace et nous n'avions aucune information accréditant l'idée que l'Iran enrichissait à nouveau à grande échelle et progressait dans son programme balistique. Sauf que les mêmes
disait après la guerre des 12 jours, l'opération a raté. Alors, il y a un problème quand même. Alors, peut-être que d'ici, qu'entre-temps, il y a quelque chose quand même qui ne colle pas. Mais donc il y a effectivement pour Donald Trump une situation toujours plus difficile dans son propre camp, parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie, y compris du Parti républicain, qui est contre cette guerre dont il ne voit pas la fin. Et surtout, l'autre élément, je terminerai là-dessus, c'est la spirale absolument suicidaire de l'Iran, qui est en train de précipiter quelque chose que peut-être souhaitaient ou probablement souhaitaient les Israéliens, c'est-à-dire qu'un certain nombre de monarchies du Golfe, à commencer par l'Arabie saoudite, sont en train maintenant de dire nous allons répondre. Il y a une dimension sacrificielle, presque de terre brûlée, dans la manière dont tant les Iraniens que les Israéliens agissent aujourd'hui. Messianique, disait Julien Chéda. De la part des Israéliens, au-delà du vocabulaire messianique qu'affectionne Netanyahou dans ce genre de situation, c'est assez rationnel. C'est une logique d'escalade. Ils veulent le changement de régime, ils ne s'en cachent pas. De la part de l'Iran, c'est une espèce de guérilla stratégique. C'est créer le maximum du chaos pour augmenter le prix de cette intervention. Mais d'une certaine façon, comme toute guerre, ça a un effet très clarificateur. C'est impossible de rester entre les deux. Et donc, il y a toutes ces monarchies du Golfe, à l'exception d'Oman, qui traînent vraiment les pieds, parce qu'ils sont en train de basculer du côté américain, parce qu'il y a l'Iran qui se montre dans sa réalité. Parce que ce qu'il faut voir, que cette guerre, depuis le début, à propos de l'Iran montre que tout ce que l'on pouvait imaginer de pire à propos de la République islamique était bien vérifié. Jusqu'à cette espèce de suicide économique, aujourd'hui, qui consiste à s'en prendre effectivement aux États du Golfe et au détroit d'Ormuz. Quand Scott Bessent, donc le secrétaire américain au Trésor, dit dans les jours à venir, les États-Unis pourraient bien lever les sanctions sur le pétrole iranien, qui se trouve actuellement dans le détroit d'Ormuz, utiliser, là encore ce sont ces mots, les barils iraniens contre les Iraniens pour maintenir le prix à un niveau aussi bas que possible, ça a un sens, ça, Julien Chéda? Ça a un sens si on analyse ce qui se passe sur la politique intérieure américaine, c'est-à-dire que forcément, avec cette crise du pétrole, ce prix du baril qui, je crois, ce matin était à $118 environ, forcément, ça a un impact sur tout simplement à la pompe, donc ça a un impact sur le consommateur américain et donc sur l'électeur américain. Or, il faut bien se rappeler que Donald Trump, il a été élu entre autres, sur 2 points majeurs. 1, j'arrêterai toutes les guerres. Et 2, je n'en provoquerai aucune. Ça, pour ces 2 points, c'est raté déjà. Et ensuite, le coût de la vie sera abaissé parce que, je rappelle ce que disait à l'époque Trump pendant sa campagne, c'est que sous Biden, l'inflation n'avait jamais été aussi forte. Il y a eu cette crise de l'œuf où il y avait une pénurie de production d'œufs aux États-Unis, et ensuite, ça a provoqué un coût pharaonique de l'œuf aux États-Unis. Il y a tout ça, et donc forcément, 1 an après son retour à la Maison-Blanche, ces promesses ne sont pas tenues. Et l'électorat américain, aussi bien conservateur que l'électorat MAGA, puisqu'on sait que l'électorat démocrate ne votera pas Trump, mais l'électorat qui a voté pour Trump est assez mécontent de ce qui se passe, de ce qu'il a dans son caddie, de ce qu'il a dans son portefeuille, en fait, puisque ces mesures touchent à son portefeuille. Et il ne faut pas oublier qu'en novembre prochain, il y a ces élections de mi-mandat qui sont dans la tête de tous les conservateurs américains. En premier lieu, Donald Trump. Et forcément, cette annonce aussi, je vous avoue qu'elle m'a fait sourire quand je l'ai vue. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? Mais cette annonce de Scott Bessent aussi farfelue, on pense qu'elle est farfelue, mais non, elle est bien pensée. En fait, c'est tenter le tout pour faire baisser au maximum le prix du pétrole. Et est-ce que ça n'impacte pas le consommateur américain? Permettre à l'Iran de vendre à nouveau son brut, alors précisément que ces sanctions étaient censées affaiblir le pays. Voilà, mais bon, ça fait partie de cette navigation. Oui, c'est baroque, ça fait partie de cette navigation à vue de Trump qui est rentré dans cette guerre, a lancé cette guerre, sans absolument prévoir un certain nombre de choses, le blocage du détroit d'Ormuz, le type de réaction de l'Iran. Je pense que tout était d'ailleurs, avant que cette guerre ne commence, juste avant, dans la déclaration à la télévision de Steve Witkoff, je crois sur ABC, où il disait que lui-même reconnaissait que Trump était extrêmement surpris que l'Iran ne capitule pas au vu de l'armada qui était déployée à ses portes. Oui. Ce qui avait effectivement, ce qui était un cri du cœur. Donald Trump qui déclare aujourd'hui qu'il ne déploiera pas de troupes au sol et qu'il n'en déploie pas d'ailleurs aujourd'hui. Faut-il le croire, lui qui a montré quand même une certaine inconstance? Ça dépend ce qu'on entend par troupes au sol. C'est-à-dire, il y a actuellement une division de marine de 2500 hommes habitués des opérations amphibies qui est en train de venir d'Extrême-Orient vers le Golfe. Une des hypothèses, ils sont là pour prendre
un certain nombre de prises de positions sur le détroit d'Ormuz, et notamment les trois petits îlots que contrôle l'Iran, mais du côté de la rive sud, qui est juste à côté des Émirats arabes unis, et que de fait les Émirats arabes unis ont toujours revendiqué, et qui avait été donné à l'Iran avant même la République islamique, après la guerre du Dhofar. C'est différent de ce que serait un déploiement de type Irak. Et donc là, on est plus de quelque chose des forces spéciales. Et je pense que quand Trump dit il n'y aura pas de troupes au sol, c'est pour rassurer l'opinion, ça ne sera pas une opération comme l'Irak ou l'Afghanistan, ce qui n'empêche pas que des forces spéciales puissent être utilisées. Probablement, d'ailleurs, il y en a déjà qui agissent à l'intérieur du territoire iranien. Ces attaques répétées, elles pourraient aussi, Julien Chéda, pousser les pays du Golfe jusqu'ici sur la retenue à entrer en guerre contre l'Iran, quand on sait par exemple que le budget de défense de l'Arabie Saoudite, c'est 10 fois le budget iranien. C'est en tout cas ce qu'allait s'entendre le ministre saoudien des Affaires étrangères hier à Riyad, comme quoi, après cette nouvelle frappe sur des sites pétroliers saoudiens, eh bien, l'Arabie Saoudite se réservait l'éventualité, le droit de riposter militairement et donc de s'engager militairement dans ce conflit, notamment aux côtés du Qatar. Alors oui, vous l'avez dit, le budget militaire des Saoudiens est 10 fois plus important que celui des Iraniens. Ils ont énormément d'équipements militaires qui leur a été fournis ou vendus plutôt par les États-Unis. Et la France. Et la France, évidemment. Merci de me le rappeler. Mais avoir un équipement militaire et faire la guerre, ce sont deux choses totalement différentes. Ils ont peut-être ce qu'il faut en termes de missiles, en termes d'avions, mais est-ce qu'ils sont préparés à entrer dans un conflit de cette intensité-là ? Je ne pense pas. Sinon, ils l'auraient peut-être déjà fait, ou alors ils auraient peut-être déjà au moins répliqué avec l'envoi de quelques missiles sur le territoire iranien pour leur dire « Stop, ça suffit, si vous nous attaquez, on répliquera ». Il faut rappeler quand même que depuis plus d'un demi-siècle, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en premier, vivent sous le parapluie la protection militaire américaine, avec toutes ces bases américaines implantées au Qatar notamment, qui est la plus importante dans la région. Ils n'avaient pas de nécessité d'avoir une armée extrêmement puissante pour faire barrage à l'Iran. L'arme qu'ils utilisaient avec leurs tumultueux voisins, c'était l'arme diplomatique. Je rappelle qu'en janvier dernier, quand les manifestations populaires ont commencé en Iran, avec cette répression extrêmement importante, massive de la part du régime de Téhéran, Trump voulait envoyer déjà son armada militaire, pour le citer, et les pays du Golfe en coulisses, lui avait dit « Surtout pas, ne bombarde pas l'Iran, parce que sinon, ça va nous retomber dessus ». À l'époque, c'était eux, la voix de la raison, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un rapport de force qui s'est inversé, c'est-à-dire que, eh bien, à force d'être attaqués, et surtout au portefeuille, sur les sites pétroliers, c'est-à-dire au portefeuille, eh bien, c'est eux qui demandent maintenant à Donald Trump, plus que d'intervenir directement, parce que moi, je le comprends comme ça, le message du ministre saoudien, c'est plutôt dire à Donald Trump « Allez-y encore plus fort, jusqu'à ce que ce régime s'affaiblissent au point de ne plus pouvoir nous bombarder. De ce point de vue-là, les Israéliens ont obtenu l'objectif recherché. Alors ensuite, pour en revenir aux capacités militaires, on l'a vu dans la guerre au Yémen. Aussi bien les Émirats arabes unis, qui seraient parmi les monarchies du Golfe la plus militarisée, avec l'outil militaire le plus efficace, que l'Arabie saoudite, ont eu des performances absolument lamentables. Oui. Et de fait, ils se sont retirés au bout de 5 ans. Donc ce sont des armées, à l'exception de l'Arabie saoudite, qui est un pays très peuplé. Les autres, ce sont des pays, ce sont des monarchies où il n'y a pas de peuple. Ouais. Les citoyens, il y en a très peu. Et donc, c'est des armées de mercenaires. Et donc désormais, vous les voyez devenir un peu la mouche du coche vis-à-vis des États-Unis pour les pousser à finir le disons, job. Elles sont prises dans un terrible étau parce que elles espéraient depuis ces dernières années, après avoir vu quand même une baisse de la garantie américaine, arriver à un modus vivendi avec l'Iran. Il y avait un processus diplomatique qui avait repris. L'Arabie saoudite et l'Iran avaient renoué des relations diplomatiques sous parrainage chinois. Oui. Enfin, donc il y avait tout ce processus qui là maintenant est pulvérisé. C'est les vertus simplificatrices de la guerre. Choisir son camp, et effectivement, malgré eux, ils sont rabattus vers le camp américain parce que, pour eux, le problème, c'est que eux resteront face à l'Iran. Ouais. Et que donc, l'avenir ne sera pas simple, sauf justement s'il y a un changement de régime en Iran. Parce que le vrai problème de l'Iran, de la menace que représente l'Iran, et la menace que représente une potentielle bombe nucléaire iranienne, c'est le régime. Ensuite, l'Iran, un Iran plus ou moins démocratique, ou un Iran très affaibli, d'une certaine façon, règle la question. C'est dans ce contexte que les Européens, eux, se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Objectif numéro 1, endiguer la flambée attendue des prix de l'énergie, Pierre Benazet. Oui, effectivement, c'est une préoccupation de premier plan
Depuis l'éclatement de la guerre, dès le premier jour, les Européens ont commencé évidemment à en ressentir les conséquences. On sait que ce sommet aujourd'hui à Bruxelles était dès le départ censé être dominé par les questions économiques, mais ce n'est qu'en fin d'après-midi ce soir que les Européens peuvent maintenant se pencher sur les questions de compétitivité qui étaient censées être les seules questions sur lesquelles ils avaient à débattre. Finalement, trouver une solution, trouver la martingale pour arriver à freiner la flambée des prix en Europe, ça se révèle être la quadrature du cercle pour les Européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait été chargée de présenter des pistes de réflexion, des pistes d'action. On en a vu 3 émerger. D'une part, la possibilité de réformer le système européen d'échange de quotas d'émissions, ETS, sur le marché carbone, afin de calmer les prix pour les industriels. Ensuite, il y avait aussi la possibilité de lever les plafonds pour les aides d'État, de manière que les États membres puissent aider directement les entreprises du secteur énergétique. Et puis, enfin, dernière piste qui avait l'air de tenir la corde, c'était de proposer aux États membres de l'Union européenne de baisser leurs taxes nationales sur les produits pétroliers, sur le gaz par exemple. Mais tout cela n'a pas l'air de sembler constituer une solution à court et moyen terme pour faire autre chose que freiner un peu la flambée des prix pour l'instant. Et les 27 qui n'arrivent pas à s'entendre, en revanche, à propos de l'Ukraine, Pierre. Alors là aussi, il y a une question d'énergie. Tout a commencé avec le fameux oléoduc Druzhba, l'oléoduc de l'amitié, qui traverse l'Ukraine pour aller vers la Slovaquie et la Hongrie. Cet oléoduc a été bombardé fin janvier par des forces russes. Depuis, le pétrole russe s'est arrêté de couler vers la Hongrie et vers la Slovaquie, qui avaient obtenu des exemptions dans les sanctions européennes pour se sevrer du pétrole, avaient continué à avoir le droit d'être approvisionnés en pétrole via cet oléoduc, qui était leur ligne de vie, comme l'appelle Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Et depuis ce bombardement, il accuse, Viktor Orban, l'Ukraine et Volodymyr Zelensky de volontairement ne pas faire de travaux, de vouloir couper l'accès du pétrole russe au détriment des Hongrois et des Slovaques. Bref, c'est un bras de fer qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et aujourd'hui, Viktor Orban a effectué un véritable blocage. Il est revenu sur sa parole, celle du mois de décembre, lorsque les Européens avaient décidé d'émettre un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, un prêt dont l'Ukraine était censée avoir besoin urgemment pour le début du mois d'avril. Finalement, ce prêt n'a toujours pas pu être émis parce que la Hongrie bloque. Et Viktor Orban l'a répété aujourd'hui, tant que j'aurai pas reçu la première goutte de pétrole, il n'y aura pas le premier euro pour l'Ukraine. Donc ce prêt est bloqué et les Européens n'ont pu que constater ce blocage, même s'ils ont qualifié devant lui en session plénière l'attitude de la Hongrie d'inacceptable. On sait qu'il y a ces élections en Hongrie qui arrivent à grands pas. C'est le 12 avril, des élections législatives risquées pour Viktor Orban parce que l'opposant Peter Magyar le devance dans les sondages et il utilise les vieux trucs de sa politique anti-européenne qui ont eu l'air de fonctionner pendant les 16 années passées de son mandat de Premier ministre en disant Bruxelles nous coupe le ravitaillement, l'Ukraine nous coupe le ravitaillement, il faut faire quelque chose. Moi, Viktor Orban, je vais défendre les Hongrois. Bref, c'est cette position qui reste. Certains disent que c'est un peu moins urgent que ça pouvait le paraître il y a 15 jours parce que l'Ukraine a reçu un prêt de plus de 7 milliards d'euros, 8 milliards de dollars de la part du Fonds monétaire international et pourrait avoir une petite respiration jusqu'à début mai ou jusqu'à la mi-mai. Malgré tout, la Hongrie reste arc-boutée sur son blocage et donc ce sont les Européens maintenant qui ne peuvent que le constater et demander à l'Ukraine d'accepter des missions d'observation comme actuellement et puis de procéder à ces réparations parce que l'Ukraine ne veut pas accepter d'autres pétroles plus chers qui viendraient par l'oléoduc Adria qui provient de Croatie. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour France 24. Cette crise de l'énergie, Marc Semo, elle galvanise ceux qui, en Europe, ne veulent pas couper les ponts avec Moscou. Oui. Oui, on le voit. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit là, ce blocage au Conseil européen, c'est la conséquence directe, d'une certaine manière, de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Il y a des contre-coups. Alors, à tout point de vue, bon, d'abord, Orban est en campagne électorale, comme vous le rappeliez très bien. Dans sa logique à lui,
il a tout à fait intérêt à faire monter la pression tant qu'il n'aura pas, tant que l'histoire du gazoduc n'est pas réglée. Pourquoi céderait-il? Il a ce pouvoir de chantage, il l'a toujours utilisé. Ça fait 16 ans qu'il l'utilise. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête et ça va de mal en pis. C'est évident que le contexte du Moyen-Orient a tort à aggraver les choses, mais surtout, on voit la difficulté aussi du positionnement des Européens. Parce que, par exemple, quand Donald Trump somme les Européens de s'engager à ses côtés pour sécuriser le détroit d'Ormuz, les Européens disent à raison non, ils se méfient, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été informés de cette guerre. Sauf, alors c'est ce que dit tout le monde, y compris les pays qui sont les plus pro-américains, type l'Allemagne, qui au début même approuvait l'opération lancée contre l'Iran. Mais dire cette guerre n'est pas notre guerre, le problème, c'est vrai, mais les conséquences de cette guerre sont les nôtres, et surtout un échec américain et israélien dans cette guerre, un échec politique, pas militaire, parce que militairement ils ont une puissance qui leur suffit largement, serait aussi l'échec de l'Occident en général, et donc aussi des Européens. Donc le positionnement, je terminerai là-dessus, des Européens n'est pas simple. On ne peut pas non plus faire un clash total avec Trump, y compris parce qu'il y aurait des répercussions par rapport à l'Ukraine, où malgré tout on a quand même encore besoin de lui. On a aussi encore besoin de lui parce que dans l'OTAN, il faut un tuilage pour se préparer à un OTAN avec beaucoup moins d'Amérique, voire plus d'Amérique du tout. Donc tout ça est extrêmement difficile à gérer, et dans ce contexte, effectivement, les deux guerres sont de plus en plus imbriquées. Les Européens aujourd'hui, et on terminera là-dessus, Julien Chédar, on leur sort liés aux Américains et aux Israéliens au Proche-Orient, comme vient de le dire Marc Semo. Effectivement, même si les Européens l'ont encore répété en début de semaine à Donald Trump, cette guerre n'est pas notre guerre. On voit avec la crise de l'énergie, il y avait le pétrole, maintenant c'est le gaz, avec cette hausse du gaz de 35%, je crois, qui a été annoncée ce matin sur l'Europe. Forcément, ça impacte aussi les Européens. Donc après, il y a aussi une question de la sécurité, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, plusieurs pays, 5 pays européens, plus le Japon, ont annoncé qu'ils allaient contribuer à la sécurité du détroit d'Ormuz. Sauf que dans ce communiqué, on ne dit ni comment, ni quand ce sera fait. À ce même Conseil européen à Bruxelles tout à l'heure, le président Macron a répété ce qu'il avait déjà dit, c'est-à-dire que la France s'engagerait à sécuriser le détroit d'Ormuz une fois que la guerre sera terminée, extrêmement important, et que la situation sera redevenue calme. Donc, après avoir dit non, un non franc à Donald Trump, qui pour le coup est rare dans la bouche des Européens, c'est-à-dire que d'une même voix, ils ont dit non à quelque chose que les Américains leur avaient presque ordonné, si je puis dire, contrairement à la guerre en Irak il y a plus de 20 ans maintenant. Et du coup... Aujourd'hui, suite à la réaction de Donald Trump, qui était, comme souvent quand on lui dit non, qui était très en colère, il y avait peut-être aussi une volonté de calmer les gens en disant « Attendez, on est à vos côtés, cette guerre n'est pas notre guerre, mais on est aussi impliqués. Les conséquences sont aussi pour nous, donc on fera quelque chose une fois que la situation sera calmée. » Merci beaucoup, Marc Semo, Julien Chédar. C'est la fin d'On va plus loin, mais l'essentiel continue dans un instant. On se retrouve pour reparler évidemment de la situation dans le Golfe, en Iran et sur les marchés de l'énergie.